Bonjour et bienvenue sur notre webinaire. Ce webinaire vous est présenté par Orange Cyberdéfense en partenariat avec Rohde & Schwarz Cybersecurity. Nous allons accueillir nos intervenants du jour et je vais commencer par Monsieur Stéphane Nardi. Bonjour Monsieur Stéphane Nardi. Bonjour, Stéphane Nardi, Institut Santé Publique France. Merci infiniment d'être parmi nous et de nous partager au cours de ce webinaire votre retour d'expérience et vos choix en matière de posture de sécurité applicative. Vous serez accompagné dans ce partage d'expérience par Hélène Sellos, Global Account Manager Santé Rohde & Schwarz Cybersecurity. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Hélène Sellos, donc GAM, Santé et Secteur Public pour Rohde & Schwarz. Merci Hélène. Également, je vous présente Alain Copin, chef de produit sécurité cloud. Donc Alain aura le plaisir de nous présenter en introduction un panorama de la sécurité et des menaces. Ensuite, dans l'avant-dernière partie, Alain reviendra sur les essentiels du plan France Relance et de notre mission d'accompagnement en partenariat avec Rohde & Schwarz sur le volet cyber. Bonjour à tous. Bonjour Alain. Enfin, nous accueillons Valentin Artaud. Merci Valentin de nous rejoindre. Oui, bonjour à tous. Valentin Artaud, en charge du channel, de la relation notamment avec Orange Cyberdéfense, très animé en ce moment avec le plan France Relance. Donc, ravi de vous rejoindre pour ce webinaire. Merci Valentin. Donc, Valentin nous permettra d'aller plus en détail et permettra d'illustrer très concrètement au travers d'une démonstration la solution Cloud Protector Rohde & Schwarz Cybersecurity. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Alain qui va démarrer avec l'introduction. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Alors, j'espère que tout le monde va bien, malgré cette période un peu difficile. Je vais me permettre de couper la caméra, si ça vous embête pas, pour éviter de perturber le flux. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous préciser un petit peu les attaques qui existent sur le marché actuellement, pourquoi, en fait, on a besoin de protéger les organisations. Je vais vous faire une petite présentation expliquant un petit peu tout ça. Donc, dans ce contexte de développement de cybercriminalité, les établissements, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, doivent se mettre en premier chef, vérifier leurs propres responsabilités, parce que la vraie problématique, c'est qu'on ne sait pas vraiment pour les entreprises dans quel état ils sont au niveau de leur sécurité. Et puis bien évidemment, l'idée, c'est que lorsqu'on voit en fait ce qui se passe au niveau des attaques, là les attaques en fait quelque part, là vous pouvez voir, je vais vous faire un petit défilé de quelques attaques. Là on voit l'hôpital de Saint-Gaudens, on voit donc la ville de Villepinte, on voit Saint-Denis, voilà. Alors, il y en a pléthore évidemment. Ce que je voulais vous dire par là, et on finit par le CNED par exemple, parce que c'est clairement d'actualité pour nos pauvres enfants qui viennent de passer le bac. On ne parle pas de cycle à l'IR parce que c'était encore particulier, mais bon. En gros, pour vous donner quelques chiffres, les attaques françaises récentes, sur l'an dernier par exemple, il y a 27 hôpitaux qui ont été attaqués. L'an dernier, mais quand on dit attaqué, c'est vraiment il y a eu un impact. Depuis le début de l'année, il y en a déjà une dizaine qui sont attaqués. Quand on parlait d'une attaque par semaine, c'était sur tous les organismes en fait. Là, on parle d'hôpitaux. Donc là, un hôpital toutes les semaines. Le plus connu étant l'hôpital de Dax, que vous avez pu voir aux informations il y a très peu de temps. Au niveau du nombre de collectivités, là, c'est 159 collectivités locales qui ont été la cible d'attaque depuis le début de l'année. Exemple de Chalon-sur-Saône ou de la mairie de Pantin, l'agglomération de Marseille. L'agglo de Marseille, vous avez eu l'information, pareil aux élections régionales, puisque justement, ils avaient subi une attaque concernant les élections, puisque la ville de Marseille faisait aussi office de pilote avec leurs élections automatisées. En 2020, il faut noter une chose aussi, c'est que le top 3 des organisations qui ont subi une attaque, ils sont composés de la manière suivante. 16% pour les organismes du secteur public, 10% pour les organismes de la santé, et viennent seulement après, 10% pour les secteurs de la santé, et viennent seulement après le marché de la finance. C'est là qu'on est un peu surpris, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit justement plutôt les banques, plutôt des organismes comme ça qui soient attaqués. Non, non pas, malheureusement, c'est plutôt des organismes, donc collectivités, mairies et autres, plutôt que des organismes auxquels on pourrait penser que les attaquants aillent. Alors pourquoi on a ce genre d'attaque? Par exemple, on peut vous donner une information qui est assez facile malheureusement. En 2020-2021, malheureusement il y a eu la Covid, et donc quelque part,
les systèmes d'information pour la Covid, les systèmes d'information qui sont liés à la santé, hein, par exemple, eux, en fait, il y avait peut-être une baisse de vigilance, parce que la priorité était sur la Covid, comment résorber la Covid, et malheureusement, quelque part, on était un petit peu coincé. Et puis en plus, ce qui peut se passer, c'est que les données qui sont recherchées ne sont pas forcément celles qu'on croit. On peut prendre l'exemple d'une fuite de données qui a eu lieu sur l'agence européenne de la santé. Eux, en fait, ils ont une attaque de 500 000 patients français, sur quoi en plus, sur lequel il y a une fuite de données. Cette fuite de données, en fait, a été exportée par des hackers. Et alors, la raison est très particulière, non pas pour récupérer des informations, mais pour modifier les informations. Donc, vous voyez, là, il y a carrément une cybercriminalité dans le sens de perturbation. C'est même pas une idée de récupérer des informations, mais vraiment de perturber. Donc là, ça a été rendu public, malheureusement. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On est au courant que la plupart des cyberattaquants, la première chose qu'ils cherchent, c'est des cartes bleues et choses comme ça. Bah oui, en effet. Mais sauf qu'une carte bleue, ça vaut pas très cher sur le net, alors qu'une donnée médicale ou une donnée personnelle, donc par exemple mon nom, mon prénom, mon âge, et si j'ai une comorbidité, ce qui est très, très intéressant en ce moment, eh bien, ces données-là sont des données qui sont à vie. Donc, ce sont des données périssables, alors qu'une carte bleue n'est pas une donnée périssable. Comme une carte bleue est une donnée périssable, au bout de 2 ans, en général, même si elle est fictive, la carte bleue sera, même si elle est utilisée, de toute façon, elle ne pourra plus être utilisée. Une donnée me concernant, mon âge, mon genre, mon sexe, etc., lui, c'est à vie, et dans ce cas-là, je peux pas, ça peut être une donnée très, très importante pour les cyberattaquants. Exemple, les laboratoires ont besoin d'informations pour les personnes diabétiques, par exemple, ils ont besoin de savoir quel type de diabète ils ont. Et vous vous rendez compte évidemment que ce genre d'information est très rentable, puisque une fois qu'on a capté ce genre de personnel, c'est à vie qu'on le capte. C'est valable pour d'autres données que je vais expliquer un petit peu après. Alors, quelles applications sont concernées par les attaques? Alors, sur les applications, en fait, il y a pas mal de choses. On peut voir ici qu'il y a des sites internet, évidemment. Alors, les sites internet, c'est une application. Il faut comprendre que c'est bien de ça dont on parle. Un site internet, quand vous faites http://mappifentreprise.com, pardonnez-moi pour cet exemple musical. L'idée, c'est de dire que là, en fait, on accède à un site, mais en réalité, derrière, il y a des bases de données, il y a des développeurs qui développent, etc. Alors, on dit gentiment que les développeurs peuvent développer comme des pieds. Pardonnez-moi, c'est pas très joli comme expression, mais malheureusement, ça arrive. Ils font des erreurs de configuration, comme tout à chacun. On fait des fautes d'orthographe tous les jours. Et donc, par exemple, sur les sites internet, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information? On va récupérer, je sais pas moi, des plannings de rendez-vous. Sur le site institutionnel de la mairie je ne sais quel village, en fait, on va pouvoir avoir, par exemple, le club de sport qui a ouvert ses portes. Et en fin de compte, on va faire un défacing dessus. Ou alors, par exemple, pour les mises à jour de cantine, on doit envoyer un document. L'exemple du document, par exemple, pour la cantine, vous êtes obligé d'envoyer un document par le site internet, et donc ça va être un PDF qui va être, par exemple, votre livret de famille. Pour justifier que vous avez 2 enfants, par exemple. C'est mon cas, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. L'idée, c'est de ce fameux PDF, je pourrais très bien injecter un malware dedans. Une fois que ce malware est envoyé sur le site central, évidemment, il est rentré dans l'entreprise, et dans ce cas-là, malheureusement, il peut se déployer. Donc ça, il faut pouvoir vérifier ce genre d'informations. Quel autre site peut être impacté? Le webmail, par exemple. Donc le webmail, c'est parce que vous accédez à votre messagerie au travers d'Internet, que ce soit un WA, webmail de chez Microsoft. Les applications d'entreprise, donc là, ça peut être des annuaires, ça peut être, je sais pas moi, le CRM de l'entreprise, etc., qui sont accessibles en web, typiquement du Salesforce, des choses comme ça. Et puis enfin, des applications mobiles. Donc là, dans les applications mobiles, là, on peut avoir plein de choses dedans. Donc, on parlait de gestionnaire de temps, par exemple, des données cadastrales, par exemple, ou d'autres choses. Ensuite, qu'est-ce que ça donne au niveau des conséquences pour l'organisation? Le problème, c'est que le vrai impact, c'est qu'on peut avoir l'exfiltration de données. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les 500 000 informations de données. Ça, c'est typiquement ce qu'il faut surtout pas faire. On exfiltre les données. Alors, soit c'est simplement à des buts commerciaux, comme je vous disais tout à l'heure, soit avec des buts pas forcément commerciaux, mais justement de malveillance. Là, on change les données des clients, donc ça peut être très, très impactant. Imaginez que justement la fameuse donnée dont on parlait tout à l'heure concernant le diabétique, et justement on dit qu'il n'était pas diabétique. Là, quelque part, ça peut être enquiquinant lorsque cette personne va aller se faire soigner, on ne sait pas qu'il est diabétique, on doit lui mettre de l'insuline, etc.
Ensuite, il y a le fonctionnement en mode dégradé. Ce qui se passe la plupart du temps, quand les attaquants sont assez fins, ils vont se débrouiller pour faire saturer le site. Donc là, on parlera d'attaque DDoS, hein, donc d'attaque de déni de service. Qu'est-ce que c'est? En fait, va y avoir plein de petits robots sur le net qui vont attaquer un site, simuler un grand nombre de connexions, et le site va être fatigué puisqu'il ne sera pas capable de répondre. L'exemple le plus flagrant hier, il était réel, c'était Cyclade, avant-hier, pardon, c'était Cyclade, avec le baccalauréat. Là, c'était assez amusant parce que quelque part, là où c'était drôle, c'est qu'on savait qu'il allait y avoir un nombre de personnels, d'enfants qui allaient se connecter pour voir s'ils avaient le bac, et bien sûr, le site était par terre. Ça, c'était pour l'anecdote. Mais en fait, c'est une attaque DDoS involontaire, parce que là, c'est les étudiants qui sont connectés. Mais voilà, pour vous illustrer l'exemple d'une attaque DDoS, c'est exactement ça. Trop de connexion, tue la connexion. Voilà, donc, et la paralysie. Ensuite, donc dans les systèmes d'information, en fait, ce qui se passe, quand on voit on a quelques chiffres qui sont assez fous, c'est que les attaques, en fait, donc, augmentent de 800% en un an. C'est phénoménal. Et la fameuse attaque DDoS dont je vous parlais, en fait, un organisme américain nous précise qu'il va y avoir 15,4 millions d'attaques d'ici 2023. C'est énorme. Il faut pouvoir s'en prémunir. Ainsi que, bien sûr, les applications web dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi il y a un vrai besoin de transformation dans le cloud? Ce qui se passe, c'est que depuis 2010 environ, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, évidemment, avec l'avènement du cloud et de la digitalisation, pardonnez-moi, c'est difficile à dire. On pourrait presque dire même à outrance. Tout est parti dans le cloud, pratiquement. N'importe quelle démarche aujourd'hui se fait sur le web. Ainsi, le nombre d'applications a explosé, mais vraiment de manière exponentielle. Pour vous donner une petite idée aussi sur les défis qu'on peut avoir en matière de sécurité sur les applications, au niveau des entreprises, donc elles n'ont pas forcément un calendrier de publication fixe. On entend par là qu'elles mettent continuellement en place des fonctionnalités, puisqu'elles révisent leur site web sans arrêt, rajouter tout à l'heure on parlait de cantine, mais ça peut être, je sais pas, le club de foot, des choses comme ça. Et donc c'est ce qu'on appelle le processus CICD. Alors c'est un mot un peu barbare, mais en fait c'est un processus qui consiste à dire en fait qu'on doit surveiller en permanence le développement des applications. Et si cette surveillance n'est pas faite, malheureusement, peut y avoir des failles de sécurité avec le développement dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut avoir quelques petites erreurs, le point virgule qui est mal placé, des choses comme ça. Ensuite, dans les failles inconnues, donc là, il y a un manque de temps pour des outils qu'on peut implémenter dans l'entreprise parce que c'est compliqué, il faut savoir les gérer, il faut savoir identifier les chemins qu'un pirate puisse emprunter, c'est assez compliqué. Et enfin, il faut aussi la disponibilité des équipes. Si vos équipes ne sont pas formées, évidemment, c'est compliqué. Elles sont formées pour faire du développement la plupart du temps, ou même on fait appel à un prestataire qui lui est formé pour faire du développement, mais on n'est pas forcément formé à vérifier ce qui se passe au niveau des attaques. Et en plus, très souvent, il y a beaucoup d'outils différents. Chaque outil demande une expertise, et là, vous avez besoin d'accompagnement. Donc là, bien sûr, évidemment, OCD est capable de faire ce genre de choses. Alors, un petit slide juste pour présenter, j'aurais fini pour cette première partie. À gauche, c'est un petit peu pour vous exprimer ce qui pourrait exister lorsqu'on a un site web qui existe, avec plein d'applications. Donc, vous voyez que c'est un peu la jungle. Alors, pour ceux qui sont un petit peu âgés comme moi, c'est le Psychob. Bon, ça va rassurer certains, d'autres moins, qui ne pas forcément la référence. Mais bon, vous voyez que c'est très complexe, c'est assez large, etc. L'idée, c'est, en fait, si vous regardez le petit schéma, là, on a l'application web sur la gauche, sur le côté droit, pardon, avec les couleurs orangées. Sur la gauche, en fait, c'est le site web, typiquement, c'est sur Internet. Là, on peut faire des attaques, tout ça. Typiquement, on peut attaquer sur l'appli elle-même, ce qu'on appelle les attaques de type cross-site scripting. Excusez-moi, c'est très compliqué à dire. D'injection SQL. Donc, en gros, on modifie le site HTTP // quelque chose, on rajoute des petits caractères. Et là, si le site est mal construit ou mal protégé, on va pouvoir entrer dedans. Là, c'est l'attaque la plus classique et la plus facile. Ensuite, sur Internet elle-même, donc sur le frontal, on aura les attaques DDoS dont on parlait tout à l'heure, des botbots, des scanners. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scanner? Ça va être quelque chose qui va être sur le net, qui va envoyer des requêtes sur le site, sur la connexion Internet du client, et en fait, il va regarder s'il y a des trous, s'il y a des failles de sécurité, et en fait, on va simplement vérifier si on peut rentrer par des portes dérobées, tout simplement. Et enfin, vous avez la possibilité d'accéder à l'application sur le serveur. L'application sur le serveur qui est complètement à droite. Et là, en fait, par exemple, le serveur est mal configuré. C'est ce que je
à l'heure, hein, l'application pas correctement faite. Et bien sûr, là, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qu'on va chercher à avoir? C'est récupérer les données qui vont être sur ce fameux serveur. Voilà, je vous ai fait une petite présentation, j'espère pas trop rébarbative. Je voulais pas aller trop dans la technique, c'était pas l'idée, c'était simplement pour vous exprimer un petit peu qu'est-ce que c'est que la sécurité. Et donc, évidemment, on a besoin de se protéger. Et donc, on parle bien de service cloud. Hein. Là, quand on parle de WAF dans la solution dont on parle actuellement, c'est un service qu'on propose en cloud. Alors, pourquoi on propose en cloud? Je pense qu'on va en discuter juste après avec Monsieur Nardi. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de faire le retour d'expérience avec Stéphane Nardi, le responsable du service du système d'information, sécurité d'information de la Santé publique France. Et donc, je repasse la main à Agnès. Je vous en prie. Voilà, donc Stéphane Nardi, encore merci d'être parmi nous pour nous partager votre retour d'expérience. Je vous invite également, Hélène, voilà, à nous rejoindre pour justement lancer cet échange. Merci, Hélène. Oui, bonjour. Oui, donc Alain l'a rappelé, il y a effectivement un contexte de très forte pression depuis donc la crise sanitaire depuis 1 an et demi dans la cybersécurité. Et Santé publique France est en toute première ligne, donc vraiment pas épargnée, voilà, en toute première ligne dans ce contexte. Donc, du coup, c'est aussi un contexte organisationnel et technique compliqué parce que très, très sollicité. Avec des problématiques de ressources pour faire face à la croissance des incidents et des menaces de manière exponentielle. Donc, on comprend bien l'enjeu fort en termes de protection de l'ensemble des applications, voilà, qui est majeur du coup pour Santé publique France. Du coup, merci beaucoup Stéphane Nardi de nous avoir rejoints pour notre webinaire. L'idée, c'était de pouvoir partager et de voir ce qui a conduit Santé publique France à adopter du coup une solution WAF Rohde & Schwarz. Bonjour, donc Stéphane Nardi, donc Santé publique France. Donc je pense que depuis 1 an, nous n'avons plus à nous présenter. Hein. Nous sommes l'Agence nationale de santé publique. Nous avons dû faire face depuis plus d'1 an, en même titre que face à une crise sanitaire, à une recrudescence des attaques et des menaces, puisque le Covid est avant tout un terreau fertile aussi pour les cyberattaquants qui exploitent tous les jours des failles de sécurité ou qui essayent d'usurper des informations pour escroquer la population sur le thème du Covid. Donc nous avons une recrudescence assez importante de menaces et c'est pour ça que nous avons dû nous équiper d'une solution de protection pour nos applications qui sont principalement déployées sur le web pour pouvoir recueillir des données pour suivre la crise sanitaire. Oui, voilà. Et du coup, en tant qu'acteur public et acteur de santé majeur, du coup, est-ce que le choix d'une solution souveraine était un critère d'importance? Oui, en tant qu'opérateur de l'État, nous nous attachons déjà dans un premier temps dans nos critères de sélection à choisir, quand elles existent, des solutions qui sont validées par l'ANSSI, qui sont souveraines, puisque nous gérons au quotidien des données de la population française, donc nous nous attachons à l'hébergement des données et à la non-ingérence et des lois extraterritoriales d'États autres. Et voilà, c'est un des critères qui nous a fait choisir cette solution. Et comme tout acteur public, nous sommes contraints aux conditions d'achat et donc à regarder aussi ce qui existe dans les centrales d'achat qui peuvent exister en France et au catalogue des différentes centrales d'achat, dont celle du RESA. Et c'est pour ça que nous avons recentré notre choix sur cette solution. D'accord, donc une solution souveraine et qualifiée ANSSI. Et du coup, pourquoi le choix d'une solution plutôt en mode SaaS
par rapport au on-premise? Tout d'abord, comme vous l'avez expliqué, on est dans un contexte difficile où je pense que nous sommes tous contraints à des modifications mineures de nos infrastructures internes du fait du nomadisme et de la crise qui s'est imposée. Et l'avantage d'une solution dans le cloud, quelque part, déporte le système de sécurité en dehors de nos systèmes d'information internes, ce qui fait que, en théorie, le WAF, qui fait aussi un système anti-déni de service, qui est fait pour être attaqué, déporte la charge de l'attaque en dehors de nos installations, ce qui fait que ça évite de pénaliser en cas d'attaque nos utilisateurs internes, comme nous avons pu le connaître sur certains épisodes. Oui, Donc très voilà bien. ce choix du cloud et du mode SaaS, et surtout, ça permet d'avoir une certaine agilité dans le déploiement, puisqu'on n'est pas quelque part sanctuarisé à un site physique ou à un data center. C'est une solution qui peut s'interfacer ou s'intercaler, comme ce qui était présenté dans le schéma juste avant, avec n'importe quel site que nous aurions à protéger sans nous poser la question de déployer ou d'ouvrir d'installer des systèmes sur des fois des infrastructures que nous ne maîtrisons pas. Parfait. Et du coup, justement, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment s'est passé, comment s'est déroulée l'implémentation? C'est tout aussi facile, je dirais, puisque nous avons pu évaluer le système tout d'abord au travers d'un POC pour voir un peu les fonctionnalités, la prise en main, les options, est-ce que ça correspondait à notre besoin? Est-ce que c'était un système suffisant, pas trop complexe, parce qu'on n'avait pas le temps de se lancer non plus dans des certifications sur ce produit. Et donc, on a pu en effet faire un test sur 4 applications au départ, assez facilement, je dirais, puisque il suffit d'avoir les accès à la plateforme et après on nous donne quelques licences de test et après ça se fait très 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 facilement pour pouvoir évaluer le produit. Parfait. Écoutez, nous, de notre côté, on était vraiment ravis de pouvoir initier ce projet avec vous. Voilà, je vais dorénavant laisser la main du coup à Alain pour nous parler de France Relance. Voilà, donc Alain, à toi. D'accord, bonjour, rebonjour donc. Donc le plan France Relance, en fait, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites sur différents organismes, le gouvernement, et puis surtout suite à la Covid, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en priorité? Il n'y a pas eu que la Covid et donc les différentes attaques. Ce qui s'est passé, c'est que l'économie a été mise un peu à défaut, on va dire ça comme ça. Je pense que tout le monde l'a subi un petit peu, à la fois personnellement et professionnellement. L'idée en fait du plan de relance, de ce que moi je vois de ma vision bien évidemment, mais enfin, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est que le gouvernement veut évidemment aider les entreprises, puisque on a découvert en effet que les attaquants étaient quand même assez filous. Ils étaient capables de profiter du malheur des autres, et ce sera toujours comme ça malheureusement, pour pouvoir éventuellement donc récupérer de l'information ou des choses comme ça. Ils n'ont pas de scrupules, il y a zéro scrupule dès qu'il s'agit d'un peu d'argent. Et donc le gouvernement a décidé en effet de faire un plan de relance, puisqu'on s'est un petit peu aperçu, suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que certaines collectivités, certaines entreprises ont pu malheureusement être attaquées et que la cybersécurité n'était pas forcément le premier budget entre guillemets de l'entreprise. Il fallait d'abord préserver la production et donc bien sûr la sécurité est passée éventuellement en second plan. Donc le gouvernement a doté donc une enveloppe de 136 millions d'euros de subventions qui sont pilotées par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ici, vous pouvez voir que c'est réparti sur différents budgets. Il n'y a pas que les établissements, que les établissements publics, il y a aussi des établissements qui travaillent dans le privé mais qui ont affaire à du public, pour de la santé, des choses comme ça par exemple. Et donc vous avez la répartition ici, donc 60 millions pour les collectivités locales, plus de 20 millions pour le développement de capacités nationales de cybersécurité, donc là on parle bien des entreprises autres, et puis 30 millions pour les ministères et 25 millions pour les établissements de santé. En fait, ce plan de relance, alors le nom, enfin l'objectif, c'est de construire entre guillemets le monde numérique de demain. C'est surtout de protéger les entreprises et ce le plus vite possible en fait. Et bien sûr, c'est de renforcer les niveaux de sécurité
de cybersécurité des organismes qui proposent du service aux citoyens. Alors, comment ça se passe? Il existe en fait deux parcours. Alors, en réalité, il y a deux choses en fait qu'il faut comprendre. Il y a deux offres de sécurisation. L'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le parcours cybersécurité, puis des appels à projets. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? En réalité, l'ANSSI ne veut pas qu'il y ait de juge et partie. Alors, déjà, l'État a mandaté l'ANSSI, puisque c'est la référence en France de la cybersécurité, donc ça, il n'y a pas de souci pour ça, bien évidemment. La deuxième chose, c'est un peu comme lorsque vous faites une maison, vous avez besoin d'une maîtrise d'œuvre et d'un artisan. La maîtrise d'œuvre, elle est faite justement par ce qu'on appelle le parcours de cybersécurité. Donc vous allez choisir un projet, etc. Et donc cette maîtrise d'œuvre va faire l'objet d'un accompagnement par des services de consultance qui ne sont pas bien sûr en rapport avec le prestataire, donc le peintre ou ce que vous désirez, hein, donc ce qu'on appelle la team de sécurité. Et donc l'idée, comment ça se passe? Déjà, c'est faire un état des lieux, évidemment. Pour qui? Tous les acteurs qui sont peu matures en cyber. Alors quand on dit peu matures en cyber, c'est disposant de peu d'équipes ou de peu de moyens, évidemment. Hein, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ça peut être une très grande entreprise qui ne fait pas de cyber. Pourquoi? Parce que quand on dit une très grande entreprise, c'est-à-dire que physiquement sur le net, elle est considérée comme forte, grande, alors qu'en fait, ça va être une petite entreprise d'une 50aine de personnes, et pourtant, elle a beaucoup de chiffres d'affaires, par exemple, des choses comme ça, ou de services à proposer du BTP, par exemple, hein, qui travaille pour les services publics. Donc, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on va d'abord choisir un prestataire accompagnateur. C'est ce que je vous disais. Le prestataire accompagnateur, c'est celui qui va faire l'audit avec l'entreprise qui va être choisie. Et ce prestataire se fera ensuite accompagné par un prestataire terrain qui va exécuter. Et donc là, typiquement, pour notre exemple dont on parlait tout à l'heure, pour un WAF, par exemple, typiquement, une société de consultance va être préconisée par l'ANSSI. Alors, je vous donne un exemple sur le slide suivant, en fait. Donc, une société de consultance va s'amuser va vous accompagner pour pouvoir vous proposer de votre sécurisation. Elle vous dira, par exemple, écoutez, Orange Cyberdéfense, par exemple, est un partenaire que l'on connaît pour une solution WAF qui est spécifiquement souveraine, par exemple, hein, et au passage qui protège des informations et qui est en conformité avec la RGPD ou la GDPR, ça dépend si on dit en français ou en anglais. Et donc, comment ça se passe au niveau administratif? C'est très simple. Vous créez un compte sur le site démarche-simplifié.fr. Vous commencez la démarche. Alors, pour commencer la démarche, c'est facile. Hein, il faudra un numéro de SIRET. Il faudra donc des données précisant les informations contextuelles, l'effectif, le nombre de bénéficiaires de vos services, la taille, la structure, les équipes numériques que vous avez chez vous. Donc évidemment, s'il n'y a pas de service numérique, vous serez prioritaire, évidemment. Ensuite, en deux, vous faire accompagner par le fameux prestataire. Donc ce prestataire qui est sélectionné par l'ANSSI et qui rédigera un plan de sécurisation en partenariat avec le prestataire de terrain, tel qu'OCD, hein, pour l'exemple. Et enfin, le prestataire de terrain, en trois, et l'accompagnant, et c'est lui qui va faire l'implémentation, la réalisation des actions nécessaires à mener qui auront été préconisées par le prestataire accompagnateur. Donc, si vous répondez à ces critères, normalement, vous avez le droit de pouvoir prétendre à des aides de l'État dans le cadre de ce plan de France Relance. Voilà, je pense que j'ai été à peu près bref et clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra à la fin. Très bien, merci Alain. Je vous propose de passer à la troisième partie, donc Valentin qui nous rejoint également. Et donc Valentin va nous présenter très concrètement et de façon illustrée une démonstration de la solution Rohde & Schwarz Cloud Protector. Et donc Valentin, je te passe la main. Super, merci beaucoup. Donc pendant que tu me donnes les droits pour partager mon écran, effectivement, comme en introduction, Alain en a très bien parlé, la digitalisation pousse les organisations, que ce soit des organisations publiques ou privées, à publier de plus en plus d'applications web pour répondre aux nouvelles demandes des citoyens, voilà, inscrire ses enfants à la cantine, hein, etc., etc. Pendant le confinement, je pense qu'on a été nombreux à faire des achats également sur Internet. Et donc,
Pour cet exemple, on a choisi un site web transactionnel qui s'appelle Hackazone, qui n'est donc pas sans rappeler un célèbre site de e-commerce. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment Cloud Protector peut vous aider à sécuriser de manière très rapide et de manière très efficace toutes vos applications web qui sont exposées sur Internet. Donc ça peut être des applications à destination des citoyens, mais ça peut être également des applications qui sont peut-être un peu plus internes pour gérer des notes de frais, des congés. Voilà, hein, moi je vois qu'il y a énormément d'applications web qui concernent les citoyens, la déchetterie, la cantine, l'école, etc. Donc derrière ces applications web-là se cachent énormément de données personnelles. Donc là, dans cet exemple, on a un site web qui ressemble à un site web e-commerce. À la différence près que celui-ci est vulnérable et très vulnérable. Donc on voit qu'on est sur un site web exposé sur Internet qui a une adresse web, hackazone.uploadsec.fr. On peut ajouter des produits dans son panier. Voilà, donc tout ça, ça simule vraiment une application web standard. Donc un hacker, il voit que c'est transactionnel. Vous voyez, si je mets ici un ID supplémentaire, 101, 102, 103, je fais des appels à ma base de données derrière et puis j'ai un nouveau produit qui s'affiche. Ça, ces transactions sont des portes ouvertes vers vos infrastructures, vers vos bases de données, puisque derrière, j'ai des requêtes web qui partent directement là où l'application est hébergée. Tout à l'heure, Alain parlait justement de SQL injection, c'est l'attaque la plus courante. Alors souvent, on peut se dire qu'on est prémuni par de ces attaques parce que le code serait suffisamment sécurisé. Néanmoins, dans nos constats aujourd'hui, ça reste vraiment l'attaque la plus courante. Si vous voulez en avoir la preuve, vous pouvez également aller sur des sites de bug bounty avec des rapports publics et vous allez voir qu'il y a énormément de hackers éthiques qui trouvent encore beaucoup d'SQL injection. Et là, je vais vous montrer, par exemple, comment un hacker pourrait faire pour essayer justement d'aller chercher la base de données derrière cette application web avec un outil tout simplement qui s'appelle SQL Map. Donc, je vais lancer une commande. Hein. Je l'ai préparé en amont de ce webinaire pour aller de manière un peu plus rapide. Vous voyez, je vais lancer ma commande. Je vais lancer SQL Map, qui est un outil open source qui est gratuit. Et vous voyez que là, en exactement une seconde, je viens de trouver toutes les tables, tout ce qui se trouve dans la base de données, parce que cette application est vulnérable et que ce paramètre-là, cette valeur, sont vulnérables et c'est par là qu'un hacker pourrait rentrer pour avoir accès à ma base de données. Donc ça, j'ai un accès en lecture et cet outil me permet de forger une SQL injection. Alors j'en ai fait une pour vous montrer un peu justement l'impact. On va aller sur le produit numéro 16, par exemple. Donc cette imprimante, je la trouve un peu chère, 250 $. Comment je pourrais faire pour justement changer le prix? Donc là, on est sur un prix, mais ça pourrait être une donnée personnelle derrière vos applications métiers. Et sans outil particulier, tout simplement en lançant une attaque dans ma barre tout simplement dans la barre d'adresse, eh bien, je viens de modifier le prix en lançant une requête à travers mon navigateur web. Donc, on voit bien là, derrière cette démonstration, qu'il n'y a pas besoin d'un outillage forcément très compliqué. Il n'y a pas forcément besoin d'autre chose qu'un navigateur et d'outils qu'on peut trouver sur le web. Donc là, on le fait très facilement avec une SQL injection. Il y a des petits malins qui font exactement la même chose sur des attaques en déni de service applicatif, sur tout ce qui va être cross-site scripting, d'effacement. Donc tout ça, c'est des réalités. Donc cette application-là, elle est déjà pré-paramétrée via Cloud Protector. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je vais switcher directement sur Cloud Protector, mais la sécurité n'est pas activée. Donc aujourd'hui, toutes mes requêtes que je viens d'exécuter passent par Cloud Protector. Elles sont détectées, elles sont loguées, mais elles ne sont pas encore bloquées. Puisque si je vais sur l'onglet sécurité, j'ai choisi ici de loguer les attaques, mais de ne pas bloquer. Donc, on va changer ce niveau de sécurité. On va mettre en place un premier niveau de sécurité
qui pourrait être équivalent chez vous à une mise, on va dire, en recette, c'est-à-dire que je vais activer la fonction blocage de mes moteurs de sécurité, je vais me mettre en mode de sécurité avancé, mais je vais décider quand même de laisser la possibilité à mes utilisateurs, s'ils sont bloqués, d'avoir un bouton pour pouvoir passer. Donc, je clique sur Update, la sécurité a été sauvée et je vais vous présenter en attendant que la configuration s'applique sur l'ensemble des batteries de WAF qu'il y a derrière, parce que c'est une solution scalable et cloud, donc c'est en train de se populer tout doucement, vous montrer les autres options que l'on a. Donc voilà, on a ici l'application qui est routée vers un DNS particulier. On va être capable de customiser bien sûr les pages de maintenance, les pages d'erreur, de générer, alors soit vous allez uploader votre certificat SSL, soit vous allez choisir d'en générer un avec Let's Encrypt. On va également pouvoir forcer des ciphers, c'est-à-dire aller plus loin dans les choix de sécurité de votre niveau SSL. Alors là, on essaie, voilà, le protocole, on est en minimum TLS1, maximum TLS1.3. Vous avez la possibilité de réécrire des URL, si vous avez des URL que vous voulez un petit peu customiser. Dans l'onglet sécurité, 3 niveaux de sécurité. C'est vraiment une solution cloud, plug and play, donc très simple d'utilisation, 3 niveaux de sécurité. Ça va être le juste milieu entre performance et sécurité. Vous allez pouvoir personnaliser des règles, faire des règles de blacklist. Et surtout, vous allez avoir la possibilité de bloquer des requêtes de certains pays. Donc, si vous voulez blacklister la Russie et la Chine sur vos applications parce que vous n'avez pas d'utilisateurs dans ces pays, eh bien c'est possible. Voilà, je viens de le faire. Et vous avez également la partie IP réputation. IP réputation, c'est des bases de données qui sont mises à jour régulièrement par l'un de nos partenaires et qui permettent de bloquer tous les IP reconnus sur Internet comme étant des robots, des scanners de vulnérabilité, des points de sortie de Tor, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de refaire l'attaque que je vous avais préparée, en sachant que maintenant on est en mode bloquant. Donc je viens de lancer l'attaque et vous voyez que ici on est bien sûr bloqué. Donc même si mon application reste vulnérable, puisque je ne l'ai pas patché, ici l'accès est refusé. Un petit point, nous avons un partenariat avec la plateforme YesWeHack. Donc, il faut savoir que si votre application web est dans un programme de bug bounty, si un hacker éthique trouve une faille comme une SQL injection, nous allons virtual patcher pour vous automatiquement la vulnérabilité, ce qui vous permet de gagner du temps dans vos processus de développement. Donc là, on a un petit bouton qui s'appelle Continue. On va dire par exemple que ici, je n'aurais pas dû être bloqué. Alors, ça peut arriver, des faux positifs. Je clique sur Continue et vous voyez que là, je suis passé. On va dire qu'ici, on est dans une phase de recette et donc, je veux quand même laisser la possibilité aux utilisateurs, s'ils sont bloqués, de pouvoir passer. Donc, nous proposons également avec Orange Cyberdéfense du Service Manager. Donc, ces logs sont traités par nos services et vous allez retrouver ici dans les alertes. Alors évidemment, ça s'est déconnecté puisque schwartz.com. Évidemment, forcément, c'est l'effet démo, mais c'est voilà, j'ai un petit. Donc, on va retourner sur Hackazone. Les logs de sécurité sont traités par nos services. Donc, si vous avez un faux positif, si vous avez envie de créer des règles, ça peut être pris en charge par du service manager chez Orange et Rohde & Schwartz. Vous voyez que la requête d'accès est arrivée ici. Donc tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur le bouton pour passer, vous avez vu que la requête a été bloquée puisque les moteurs de sécurité ont détecté une SQL injection, mais l'utilisateur a cliqué sur « Je veux continuer » pour avoir accès à cette application. Et ce log est arrivé ici et nous avons la possibilité soit d'ajouter une exception dans les moteurs de sécurité. Donc, je peux créer une exception pour dire c'était un faux positif. Alors, en l'occurrence, c'était une vraie attaque, mais ça pourrait être un faux positif. Donc, je peux créer une exception. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est vraiment une attaque. Ça se voit tout de suite d'ailleurs. Et vous avez la possibilité de traiter cet élément. Un petit mot pour terminer sur la démo sur les dashboards. On va proposer évidemment des dashboards de sécurité, de performance, de nombre de requêtes
afin de vous donner la meilleure visibilité sur les menaces auxquelles vous avez été exposés et le trafic que vous recevez sur votre application web. Des tableaux, des dashboards de performance sur les temps de latence, sur un petit peu tout ce qui va se passer au niveau applicatif, vraiment vous donner de la visibilité sur vos applications et voilà, de vous apporter cette maîtrise en termes de sécurité sur les applications. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec la démonstration. Je vais repasser la main à Orange. Voilà, donc là, nous avons un aperçu très rapide de votre organisation, Rohde & Schwarz Cyber Security. Est-ce que, Hélène, tu veux dire un dernier mot avant de repasser la main à Alain? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, en fait, Rohde & Schwarz, on est ce qu'on appelle pure player de la cybersécurité des applications, la protection des applications en France depuis plus de 20 ans. Pure player, puisque tout simplement, on est à l'origine de la création des solutions de protection. Voilà. Donc, depuis le départ, effectivement, société souveraine et avec des solutions qui, comme on le disait, sont qualifiées par l'ANSSI. Voilà. Aujourd'hui, et qui sont donc en totale conformité vis-à-vis du RGPD et également par rapport aux lois extraterritoriales de Cloud Act, enfin pour se prémunir vis-à-vis des lois extraterritoriales du Cloud Act. Voilà, aujourd'hui, on accompagne les organisations de toute taille, véritablement. D'ailleurs, la solution, justement, SaaS Cloud Protector permet véritablement d'accompagner, y compris des petites organisations publiques, jusqu'aux plus grandes, des ministères régaliens, etc. Voilà, on travaille du coup main dans la main avec l'ANSSI. Et par ailleurs la CNIL aussi, pour justement répondre à ces attendus. Et voilà, on est du coup avec un support, une R&D et un support qui sont basés en France, donc particulièrement appréciés de nos clients et très bien notés par ces derniers en fait. Voilà pour moi. Je pense qu'on a fait un petit panorama. Et justement, j'étais en train de préciser, concernant ce support il peut être franco-français, peut parler français, peut parler anglais, peut parler d'autres langues. C'est une question. Oui, peut parler. Pour notre part, oui, évidemment, chez ECD, vu qu'on est une entité internationale, enfin pan-européenne et internationale, évidemment, nous, on est capable de couvrir le monde. Je sais que pour Rohde & Schwarz, donc pour votre support basé en Europe, je vous laisse reprendre la main, Hélène. Je te laisse reprendre la main, Hélène, sur cette partie-là. Je vais reprendre la main sur cette partie-là, ouais. Tu voulais qu'on mette... Non, c'était juste en parlant de support, quel type de langue était supporté par ce support. Ouais, c'est un très bon point. Donc, effectivement, le support est fait en français, en anglais, en allemand. Il faut distinguer, effectivement, l'offre de support qui est bien sûr incluse dans la souscription Cloud Protector et avec les souscriptions maintenant sur nos autres produits, et également la dimension Service Manager qui permet de faire le build et le run de Cloud Protector comme de RS-WAF si on est en mode un peu plus traditionnel. Donc effectivement, si jamais vous envisagez dans le plan France Relance d'avoir un projet, d'avoir un parcours de sécurité autour de la sécurisation de vos applications web, Orange Cyberdéfense et Rohde & Schwarz seront capables de vous accompagner dans votre build et dans votre run sur cette solution, bien sûr. Ok, merci Valentin. Donc, je reprends la main sur un dernier slide, sur deux derniers slides, mais j'avoue que c'est avant de poser les questions. L'accompagnement d'Orange Cyberdéfense, justement, c'est ce qu'on vient de préciser avec Valentin. Donc, nous, on sera considéré comme un acteur de terrain, comme je disais dans le cadre de France Relance. Évidemment, OCD ne fait pas que ça, bien évidemment. On a plein de flèches à nos arcs, comme on dit, à notre arc, pardon. Mais l'idée, en fait, c'est de dire pourquoi nous, en tant que prestataire terrain, par rapport à ce plan France Relance,
Évidemment, on a une expérience extrêmement solide avec nos clients dans le secteur de la santé et dans le secteur public, et pas que dans le secteur bancaire et aussi dans le monde des entreprises de toute taille. On a une expertise et un soutien de manière réglementaire qui sont locaux, ça c'est assez bien aussi. On a plusieurs agences en France, donc c'est très important pour vous. Bien évidemment, on est référencé dans les différents dans les différents catalogues tels que RESA, tels que le CAIH, tels que Cyperec. Donc ça vous permet encore plus facilement d'acheter des prestations dans le cadre de ce prestataire terrain, hein, typiquement. Et puis on a un prestataire de confiance référencé dans les marchés publics, hein, tel que je vous l'exprimais. Enfin, nous pilotons une stratégie de sécurité fondée sur des informations qualifiées sur le secteur. Par exemple, on a un outil qui s'appelle Security Navigator qui permet de vous exprimer ce genre d'informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Orange Cyberdéfense donc et pan-européen, hein, c'est ce que j'expliquais. Là, vous avez quelques chiffres d'affaires. On ambitionne d'avoir le milliard dans quelques temps. Je crois que c'est d'ici 2 ans, sauf erreur. On a plus de 25 ans d'existence, donc c'est une entreprise qui date un petit peu, comme dirait le CICOP tout à l'heure, la petite référence au CICOP tout à l'heure. Et puis bon, bien sûr, on est qualifié un peu partout entre le Gartner, le Forrester, etc. Et on a environ 2500 experts. Donc l'idée, c'est pas de vous vendre Orange Cyberdéfense, c'est vraiment de vous dire que Orange Cyberdéfense est vraiment l'acteur de terrain. Des accompagnants, ce sont des cabinets, hein, tels que Webstone, des gens, des sites comme ça. Et donc sur le plan de relance, France Relance, pardon, on a bien 2 étapes. Hein, je précise bien qu'on a bien 2 étapes. Un accompagnant, puis un partenaire terrain. C'est fait exprès. Le but du jeu est justement de ne pas avoir de juge et de partie en même temps, simplement. Voilà. J'espère que ce début d'information vous aura plu. On va essayer d'aborder les questions et je repasse la main à Agnès. Tout à fait. Merci à tous. Tout à fait. Donc, nous avons juste un petit rappel, effectivement, nous avons mis à disposition des documents en téléchargement dans le panneau ressources à télécharger. Donc, n'hésitez pas, cela accompagnera la compréhension de ce qui a été présenté aujourd'hui. Bien sûr, notre site web pour toute information utile. Donc, je vais ouvrir la séance de questions-réponses. Donc, sur le chat, nous avons une question pour Monsieur Nardi en rapport avec le témoignage que vous nous aviez partagé et 2 questions plutôt techniques. Donc, je pense qu'ils seront pour Valentin et Hélène. Alors, donc, Monsieur Nardi, si vous voulez bien, donc nous avons une première question qui est quels sont les bénéfices Merci. Quels sont les bénéfices que vous avez observés une fois que vous avez fait l'installation de cette solution? Les bénéfices observés. Donc, avant tout, c'est la sécurisation parce que nous disposons nous sommes obligés de mettre ouvrir au public des applications qui sont assez vieilles, qui étaient prévues en refonte et qui sont comme un peu celles de la démonstration, qui contiennent des failles de sécurité qui devaient être éteintes avant la crise et qui sont devenues des applications de crise. Donc ça nous a permis quand même de valider d'un point de vue sécurité la mise en place de ces applications ouvertes au grand public, tout en gardant la main sur ce qu'on veut filtrer, sur les alertes, sur les remontées d'alerte. Et donc ça nous a permis justement de maintenir, je pense que vous en avez tous dans la fonction, enfin dans toutes les entreprises on en a, des vieilles applications qui devraient être éteintes, mais qu'il faut absolument conserver. Il n'y a plus de TMA, il n'y a plus de développeurs, mais il y a des trous de sécurité dans tous les sens. Donc ça me permet, en tant que RSSI, de valider l'utilisation de certains outils en gardant un niveau de contrôle, voire à bloquer certaines fonctionnalités directement au niveau du WAF, tout en gardant les fonctionnalités demandées par le métier. Donc ça nous a surtout apporté ces avantages-là, de nous stabiliser sur des vieilles applications qui étaient présentes sur Internet. Voilà. Je ne sais pas si je réponds pleinement à la question, mais pour l'instant, je n'ai pas eu à tester les attaques DDoS ou ce genre de choses. On va y passer tous, hein. C'est pas savoir si on va y passer, mais en ce moment, c'est plus savoir quand on va y passer. Et donc, ça me garantit en effet
de pouvoir maintenir ces vieilles applications, voilà, en service et qui sont nécessaires à la crise sanitaire. Alors justement, pour répondre à ce que vous dites sur la partie attaque DDoS, quand on a une attaque DDoS, en fait, le but du jeu, quand on essaye de se prémunir d'une attaque DDoS, donc c'est ce que je vous disais hier, avant-hier avec Cyclade, hein, par exemple, c'est une attaque DDoS humaine, mais c'en est une quelque part. L'idée, c'est que les étudiants qui ont eu le bac se sont tous connectés à 8 heures, et évidemment, le site est tombé. Bon, c'est une attaque DDoS involontaire, hein, c'est une attaque quelque part totalement involontaire, mais c'est ça une attaque DDoS, c'est que il y a eu des centaines de milliers de connexions et le site est tombé. Le but de contrer une attaque DDoS, et c'est aussi à ça que sert ce genre de solution, c'est de dire, OK, il y a du DDoS, mais on va quand même essayer de préserver un flux minimum, même si c'est dégradé, c'est-à-dire que, en gros, c'est comme un entonnoir, hein. L'attaque DDoS va quand même laisser un petit filet d'eau pour pouvoir se communiquer, et éventuellement, on aura toujours accès au site, même si c'est en mode dégradé, on aura toujours accès au site. Alors qu'une vraie attaque DDoS, c'est là pour faire tomber le site, et donc pour casser la connexion, et en gros, on coupe le robinet. Là, le but du jeu, c'est que même si le robinet est toujours un petit peu au goutte à goutte, on a toujours des connexions, et en forçant un petit peu, on arrive à se connecter. Voilà, c'est à ça que sert la préconisation des attaques DDoS. C'est surtout pour ça qu'on le fait, et bien sûr, les outils qu'on propose sont capables de le faire. Merci Alain, merci Monsieur Nardi. Alors, je profite des 2 dernières minutes restantes avant de conclure pour prendre encore une autre question. Alors, quelles sont les attaques les plus fréquemment observées? Peut-être que Valentin, j'ai cessé répondre sur le. Moi, j'ai mes idées, mais Valentin, peut-être tu répondre? Ouais, je peux donner quelques éléments par rapport à ce que l'on voit, nous, chez nos clients. Les attaques les plus couramment observées, alors il faut distinguer, il y a le bruit de fond Internet, on va dire, c'est tous ces scanners de vulnérabilité, comme par exemple, vous savez que vous avez un scanner qui est public, qui s'appelle Shodan, qui donne déjà, qui fait du scanner de port et qui est capable de dire, voilà, telle IP, elle est connue pour avoir telle porte ouverte, telle porte ouverte. Il y a toute la partie robot, botnet, qui scanne en permanence les applications et qui teste les vulnérabilités connues. Donc, qui viennent vraiment faire des cross-site scripting automatisés, de la SQL injection automatisée. Donc, on va appeler ça le bruit de fond, c'est-à-dire que c'est pas vraiment ciblé. Toutes les adresses IP y passent, ça envoie des requêtes, voilà. Et puis, dès qu'il y a une alerte, dès que ça match, dès que le robot arrive à faire quelque chose, il y a quelqu'un qui reprend la main. Et là, on va dire, les hackers et les attaques avancées, on a vraiment tout ce qui est injection de commandes. On l'a vu récemment sur Outlook Web Access. Enfin, vous avez vu, il y avait une très grosse faille dans Exchange Server. Tout le monde a été obligé de faire du panic patching pour tous ceux qui sont encore on-premise, et il y en a encore beaucoup. L'attaquant était capable d'uploader un web shell sans être authentifié. Hein. Donc, vous imaginez votre Outlook Web Access, juste la page d'accès avec le login, le mot de passe, mais le hacker arrivait à bypasser par une injection dans le HTTP d'un upload d'un web shell et arriver à prendre la main sur Exchange Server. Voilà, donc tout type d'applications peuvent y passer, hein, les vieilles applications legacy, et comme les applications de nouvelle génération. Mais vraiment tout ce qui est injection SQL, injection de code, c'est vraiment les attaques qu'on voit le plus souvent. Et vraiment, j'invite à ceux qui nous regardent à faire un petit peu de Google dorking, comme on dit, pour aller voir justement les rapports publics qui existent et toutes les CVE autour de leurs applications. Voilà, si vous utilisez même des progiciels standards, regardez un petit peu, tapez CVE, le nom de votre logiciel, et regardez un peu dans Google ce qui peut exister. Ça vous fera peut-être un peu peur, mais vaut mieux anticiper le risque que de faire du panic patching. Merci Valentin. Merci infiniment. Ce webinaire touche à sa fin. Monsieur Nardi, merci pour votre temps. Merci pour ce partage d'expérience très utile. Hélène ainsi que Valentin, merci infiniment. Alain également, merci. À toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de ce webinaire. Donc, dernière demande, prenez juste quelques instants, chers auditeurs, pour répondre à 3 questions qui s'afficheront au moment où vous allez quitter l'application GoToWebinar. Voilà, votre retour d'appréciation nous sera très utile, ainsi que vos attentes. Voilà, il ne reste plus qu'à nous souhaiter et à vous souhaiter une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.